Bonjour à tous, la France est-elle au bord de la faillite? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui à la vue des derniers chiffres qui viennent de tomber et vous verrez, ils sont vraiment alarmants. Donc je vais échanger avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, pour comprendre ce qui se passe et ce que vous pouvez faire pour vous protéger vis-à-vis d'un État aux finances de plus en plus douteuses. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, Philippe, François Bayrou vient de lancer une idée, le référendum budgétaire. Pourquoi? Parce que la situation financière de l'État est hors de contrôle et que plus personne au sommet n'a le courage de dire la vérité. Pendant ce temps, l'État, on le sait, devra lever plus de 300 milliards d'euros sur les marchés en 2025. Il faut savoir que c'est un record historique. C'est plus que ce qu'on a emprunté en 2020 lors de la crise du Covid. Et pourquoi faire? Pour financer un déficit structurel qui empire, un budget fondé sur des recettes fiscales illusoires et une administration hypertrophiée. D'où cette question simple qui me vient à l'esprit, c'est la France est-elle au bord de la faillite? Alors, d'un point de vue technique, tant qu'on a des créanciers qui sont prêts à souscrire aux émissions de France Trésor, tant qu'il y a une volonté de détenir de la dette française, il n'y a pas vraiment de risque de faillite. Si on regarde notre trajectoire, on est bien sur la trajectoire de la faillite. Et alors, je vais récuser un des termes que tu as employé dans ton introduction, disant euh, des hypothèses de finances illusoires. Non, c'est fallacieux. On a sciemment trompé les Français en 2023 et en 2024. Les deux projets de loi de finances de 23 et 24, qui ont été pilotés par Elisabeth de Borne, le premier, je crois, est passé à coût de 13,49,3. Le budget 2024 est passé avec 21 ou 22,49,3. Les députés n'ont pas pu examiner les détails, n'ont pas pu se faire communiquer les chiffres exacts et toutes les hypothèses, c'était des chiffres faux, délibérément faux, puisqu'avec la perspective des élections européennes de mai 2024, si la vérité avait été révélée dès l'automne 2023, si les parlementaires avaient pu faire leur travail et qu'on ait compris l'ampleur, j'emploierais le mot supercherie, mais est-ce que c'est une véritable tromperie? C'est une escroquerie au sens littéral. Si les Français avaient su que le déficit de 2024 serait de 169 milliards et non pas d'une cinquantaine de milliards, il est évident que au, aux législatives européennes de mai 2024, ça aurait été littéralement, ça aurait été un bain de sang. La formation au pouvoir se serait fait balayer pour avoir sciemment trompé les Français et nos créanciers. Mais nos créanciers, eux, finalement, du moment qu'on leur sert des intérêts qui leur paraissent confortables, eh bien, ils continuent de nous suivre. Et nos créanciers regardent les moyens que l'État peut mettre en place pour nous prendre plus d'argent. Je rappelle que dans le projet de loi de finances 2025, il y a eu plus de 1000 amendements qui constituent à chaque fois une façon de prélever plus d'argent aux Français. Quand il ne vous reste plus que trois ou quatre solutions pour rassurer vos créanciers, les créanciers se disent, bon, bah là, il ne faut pas qu'il y ait un truc qui marche plus, hein, sinon on verra peut-être jamais notre argent. Mais quand vous êtes créancier et que le pays qui vous doit des sous, on vous explique, il y a 1000 façons de prendre plus d'argent aux Français, bah, le créancier, il dort tranquille. En revanche, les Français et notamment les retraités, je pense que leur sommeil va être de plus en plus léger. Oui, enfin, c'est vrai que enfin, moi je doute effectivement de la faisabilité enfin, au niveau des recettes anticipées pour le budget 2025. Il faut savoir qu'en 2024, déjà au niveau des recettes, c'était surestimé à hauteur de 26 milliards. Alors pour le mettre en perspective, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de milliards et ça devient abstrait, même pour les personnes qui nous regardent,
26 milliards d'euros de manque à gagner pour 2024, ça représente l'équivalent de 1 428 euros par foyer fiscal qui paie l'impôt sur le revenu. Donc c'est non négligeable. Alors là, pour le budget de 2025, est-ce que tu penses qu'on est face à un exercice d'auto-persuasion budgétaire ou à une espèce de faillite maquillée par de l'optimisme? Je pense que l'État sait que on est probablement très très proche du ras-le-bol fiscal et que finalement tout ce que l'État pourrait proposer, les Français font un tel rejet, hein, du gouvernement Bayrou, qui est tout ce pourquoi ils ont voté en juin 2024. Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus euh, contraire aux attentes et aux votes que ce gouvernement, qui est très proche d'Emmanuel Macron, hein. On va dire que c'est même des zélés serviteurs. L'opposition n'y est pratiquement pas représentée. Et alors, en termes d'orientation budgétaire et sociale, on est aux antipodes. Donc, évidemment que pour le gouvernement, c'est dangereux. Et c'est là qu'il envisage finalement de demander aux Français par référendum comment ils souhaitent se faire harakiri. Il fait qu'après ça, on dira, bah, c'est vous qui avez voulu désindexer les retraites, ou c'est vous qui avez voulu rétablir la taxe d'habitation sous une autre appellation, c'est vous qui avez voulu alourdir les charges sur les entreprises. C'est vous qui avez voulu réduire les dotations des collectivités locales. C'est le gouvernement qui nous aura fichus dans la panade et c'est à nous qu'il envisage de demander de nous en sortir pour qu'ensuite le gouvernement ne porte pas la responsabilité de mesures impopulaires. Mais après nous avoir escroqués, ces gens-là nous prennent vraiment, mais pour des jambons. C'est hallucinant. Ils n'ont aucune limite, à mon avis. Oui, alors ça, je le vois bien, effectivement, je le vois gros comme une maison où ils vont poser peut-être des questions quant à l'allongement de la durée de travail ou effectivement une énième réforme des retraites. Parce qu'il faut savoir que même s'il y a un référendum, il y aura un taux d'abstention, j'imagine, relativement élevé. Les jeunes n'iront pas forcément se déplacer pour répondre au référendum. Et ça va être historiquement, on va dire, les électeurs, la, la République en marche, ceux d'un certain âge, qui vont voter effectivement pour plus, plus de rigueur budgétaire, sans être forcément concernés par les mesures qui vont être mises en place. Effectivement, je le vois bien, ça va être, est-ce que vous voulez qu'on améliore nos finances publiques? Qui répondrait non? Donc tout le monde va répondre oui, j'imagine. Toi, tu le vois comment? Quel type de question, par exemple? Bah, là, pour l'instant, je ne vais pas encore anticiper, euh, on va dire, le périmètre du référendum. Peut-être qu'il y aura d'autres propositions, d'autres sujets. Mais tout ce qu'il faut comprendre là, c'est que on sera questionné sur des choses que l'État et le gouvernement ne veut pas assumer Hmm. naturellement. Après, la tromperie c'est la fuite, c'est la lâcheté. Ouais. Hein, c'est de dire aux Français, faites-vous vous-même harakiri. Hmm. Voilà, hein, parce que si c'est nous qui venons vous faire les poches, vous allez grogner. Donc faites décider vous-même ce que vous allez sacrifier. C'est Ouais. quand même extraordinaire d'en arriver là. Mais ils osent tout, hein, c'est ce que je dis. Alors Bah, maintenant, je pense qu'ils sont en mode panique et j'aimerais bien que tu commentes quelques chiffres, effectivement, sur le budget 2025. Alors, ils tablent sur 10% de recettes fiscales en plus, enfin 35 milliards en plus que ce qu'ils ont perçu en 2024. Alors, dedans, effectivement, il y a la taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, la contribution sur les très hauts revenus. Alors, la taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, c'est censé rapporter 8 milliards, mais avec ces histoires de barrières douanières, c'est pas impossible que les entreprises mettent en place des provisions ou que ça affecte leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices, donc ça va peut-être rapporter moins que prévu. La taxe sur les très hauts revenus, ça on va y venir, mais effectivement, enfin, ça dépend aussi de la bonne santé économique du pays. Pourquoi je dis ça? Parce que aussi sur le budget 2025, il tablait sur une croissance de plus 1,1%. Et là, les chiffres du PIB viennent de tomber, donc au premier trimestre 2025, et on est à moins 0,4%.
de PIB en défalquant, enfin en retirant l'effet restockage. C'est ça. Donc, alors ce qu'il faut savoir, bon, c'est vrai, c'est pareil, ça peut être abstrait, le PIB, etc. Il faut savoir que c'est arrivé que 3 fois depuis 2000, lors de la crise du Covid, au premier trimestre 2014, si je ne me trompe, et lors de la récession 2008-2009. Donc là, à l'heure actuelle, est-ce qu'au gouvernement, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont construit un budget sur du sable? Ah, mais sans aller aussi loin, dans la tromperie et la falsification de 2023 et 2024, il est évident qu'une hypothèse de croissance de 1%, ce qui est quand même très, en termes d'effet de levier, c'est très important, notamment pour la TVA, pour les taxes sur l'activité, assises sur l'activité des entreprises. Je ne parle même pas des bénéfices, hein, parce qu'en France, on est spécialiste pour taxer l'activité, même si elle ne rapporte pas. Donc, entre 1% de croissance et 0 de croissance, c'est 40 ou 50 milliards qui manquent à la sortie. Donc là, on peut effectivement continuer d'élaborer des hypothèses Alice au pays des merveilles. Mais le chiffre du PIB au premier trimestre, tu l'as très bien dit, il a été là aussi enjolivé. Bon, je vais essayer de ne pas employer systématiquement le terme falsifié, enjolivé avec un effet stock. Alors, l'effet stock, c'est un petit peu comme le chasseur, il y a les bons et les mauvais chasseurs. Si vous reconstituez pour 0,5% de stock parce que vous avez eu une hypothèse de hausse de la consommation ou que vous voulez éventuellement devancer quelques prémices inflationnistes, c'est très bien. Si ces stocks consistent déjà des invendus, parce que la croissance qui était attendue n'était pas au rendez-vous, là, c'est un effet stock que l'on va se traîner comme un boulet au cours des prochains mois. C'est pas quelque chose sur lequel on va s'appuyer. Alors, puisque tu voulais qu'on cite des chiffres pour rendre les choses assez concrètes, il faut savoir qu'à 700 euros près, à l'instant où on se parle, mais probablement si les hypothèses budgétaires ne sont pas tenues, elles ne le seront probablement pas d'ici la fin de l'année, on aura franchi, si jamais hein, il nous manque 30 ou 40 milliards de recettes, on peut dire que c'est quasiment déjà acquis, eh bien on aura franchi les 50 000 euros de dette par habitant. Donc il manque encore 700, mais on va y arriver très très vite. Donc la dette publique sur PIB, on est à 115,5, on pourrait bien aller chercher 116, 116 et demi. Et il y a une sorte de règle immanente, c'est que lorsqu'on dépasse les 125, 130% de dette sur PIB, s'il n'y a pas d'excédent primaire, j'insiste hein, sur cet excédent primaire. Si on dépasse les 125, un pays sur deux va à la faillite. Entre 116 et 125, il y a quand même pas Ouais, très très loin. Il va statistique. falloir qu'on agisse quand même. Et Et, des excédents primaires, j'ai peur malheureusement que l'on n'en dégage toujours pas, parce que quelque part, malgré la propagande officielle, on ne se réindustrialise pas. On perd en net plus d'emplois industriels qu'on en crée. Alors peut-être qu'on crée des plus grands entrepôts. Hein, c'est-à-dire que vous avez une surface au sol qui est beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'on pourra dire avec une photo satellite, regardez un petit peu, les sites industriels en France, ils représentent 8% d'emprise supplémentaire par rapport à l'année dernière. Sauf que dans ces grands entrepôts, on ne trouve que des robots. ouais, Donc, on ne crée pas d'emplois. Et si on ouais. ne crée pas d'emplois, ben, ça ne crée pas de recettes fiscales non plus. Ça ne crée pas de cotisations pour les retraites. Ce qui veut dire qu'on va là aussi, si on continue au rythme actuel de perte d'emplois et de faillite d'entreprises, on est parti cette année sur plus de 68 000. On va donc battre le triste record de 2024 qui était de 66 000. Donc on va perdre 70 000. C'est absolument gigantesque. Et ce sont donc des emplois perdus et des gens, des cotisants pour la retraite, qui ne seront pas là. Donc ça va également creuser
le déficit des retraites. Donc on peut le rajouter hein, dans le Ouais. triste total que j'envisageais. Mais Donc l'État va être. tout ça, ce n'est rien à côté de ce qu'on s'apprête peut-être à donner à l'Ukraine si la Ouais. paix n'est pas conclue. Et les Européens ont déjà posé hein, les conditions d'une paix pour Poutine, sachant qu'elles sont totalement inacceptables. Hmm. Totalement. Alors moi, je souhaite évidemment qu'il y ait quand même le cessez-le-feu de 30 jours, hein, un peu de répit, on arrête un peu le carnage, mais pour conclure une paix sur la base de ce que les Européens proposent, il faut savoir que c'est absolument sans espoir, aucune chance. Donc les hostilités risquent de reprendre et on va encore remettre de l'argent. Et la France contribue à hauteur de 19 ou 20% de tout ce que l'Europe donne à l'Ukraine. Bon, imaginons que cette année, à nouveau, le budget de soutien à l'Ukraine soit de 100, 110 milliards. Ben, on va en être pour 20 milliards. Mais c'est considérable, c'est 20 milliards. Là, oui, on va exploser effectivement le plafond des 50 000 euros de dette par habitant. Alors Donc maintenant, l'État a besoin de plus en plus d'argent. Là, ils vont certainement peut-être mettre en place un référendum où ils vont nous demander, enfin, ils vont demander aux Français de se faire harakiri et d'accepter de payer plus ou accepter moins de services de la part de l'État. hmm, D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a un rapport qui est totalement gratuit dans lequel on vous montre comment éviter d'investir dans des secteurs peu porteurs, surtout en ce moment et comment faire face à l'instabilité fiscale liée à un éventuel interventionnisme de la part de l'État. Le rapport est totalement gratuit, il a été écrit par Philippe et les équipes de notre rédaction et il est téléchargeable en description de cette vidéo. L'objectif de cette interview, c'est aussi d'aborder enfin, toutes les problématiques budgétaires liées à la France, mais on vous propose à chaque fois des solutions dans ce rapport gratuit. Alors, je veux rebondir sur une nouvelle, Philippe, bon, qui date un petit peu, hein, parce que c'est vrai que voilà, enfin, on a des nouvelles tous les jours. Là, pour le coup, c'est le 11 avril et bon, j'ai préféré sourire quand j'ai vu cette news. Donc, c'est le 11 avril dernier, l'agence de notation Moody's qui n'a pas publié sa nouvelle note de la France. Alors, dans son rapport, elle écrit j'ai pris les notes. Alors, dans ce rapport, elle a écrit: le gouvernement français reste fragile et ne dispose pas d'une majorité claire. La fragmentation politique entravera probablement la consolidation fiscale. Les finances publiques vont être substantiellement affaiblies. Alors, ils ont décidé de ne pas noter la France. Ils ont reporté leur décision à fin mai, si je ne me trompe. Enfin, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi ils ont refusé enfin, de noter la France? C'est quoi ce moment de répit? alors ils ont reporté hein, la publication de leurs notes. Parce que je crois qu'autour du 10 avril, on n'avait pas encore vraiment de budget, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, ils avaient pas de quoi baser leur estimation. Maintenant, ils vont certainement confronter les hypothèses de recettes avec ce que la France doit. Alors j'ai le chiffre très précis, hein, on va devoir 24 400 milliards toutes choses étant égales par ailleurs, donc 24 400 milliards sur la base des éléments dont on dispose aujourd'hui autour du 12-13 mai. Voilà la situation. Ça pourrait s'alourdir ou ça pourrait éventuellement s'alléger. Et je le répète, hein, ce qui va probablement varier le plus cette année, c'est l'affaire ukrainienne. Il ne faut pas Hmm. le minimiser. Si la guerre continue, la France, ça peut lui coûter entre 16 et 20 milliards. Et d'ailleurs, Sachant donc, la question que je me pose, c'est quand est-ce que la dette de la France pourrait être potentiellement attaquée? Parce que même des grands pays comme le Royaume-Uni, on se souvient en 2022, avec le plan Truss qui a été sanctionné en quelques heures sur le marché obligataire, ça a mis vraiment quelques heures. Il y a un moment donné où peut-être les marchés vont mettre un peu la pression sur la France. On a des taux à 10 ans qui tournent aux alentours, je crois, de 3,30, quelque chose comme ça. On pourrait aller facilement au 4, sachant qu'on est le pays le moins vertueux de toute la zone euro ou tu penses que c'est strictement impossible? ah non, c'est tout à fait possible et je pense même que c'est l'atout que les marchés gardent dans leur manche. Euh,
Monsieur Macron a dit que, enfin, il a laissé transparaître la possibilité d'un nouvel appel aux électeurs hein, pour des législatives à la rentrée. Autrement dit, il reste le maître des horloges. Il pourrait décider de dissoudre à nouveau, parce que le gouvernement actuel sera incapable de concocter le budget 2026. Et donc, c'est le gouvernement suivant qui devrait assumer. Alors, quand on va ouvrir les placards, je devrais plutôt dire, ça va être les écuries d'Augias, qu'on va découvrir la réalité des déficits. Et c'est le futur gouvernement qui sera chargé de faire le ménage, de prendre les mesures impopulaires. Donc là, c'est un piège que Macron tend par avance au futur gouvernement. Et justement, les marchés, si le futur gouvernement voulait temporiser ou essayer de ponctionner les mauvaises personnes, hein, je pense que tout le monde imagine un petit peu ce que ça peut être. Eh bien, à ce moment-là, les marchés se garderaient la possibilité d'attaquer la dette en disant ne faites pas ça, ne faites pas ça. Nous, on va vous dire hein, quelles sont les bonnes recettes pour euh, renforcer les, nos finances, combler les déficits. Écoutez-nous, écoutez-nous, sinon nous on peut taper fort hein, si vous prenez pas les bonnes décisions. Donc le futur gouvernement sera en fait complètement obligé d'obéir au marché. S'ils ne le font pas, notre dette sera évidemment attaquée. Ça sera une arme politique. D'ailleurs, la BCE ne s'en était jamais cachée avec la Grèce. Elle ne s'en était pas non plus cachée avec l'Italie, hein, parce que lorsque on a vu que Giorgia Meloni serait la probable future première ministre, il y a eu des avertissements de Ursula von der Leyen et Christine Lagarde. Attention, l'Italie, on vous a à l'œil, ne faites pas n'importe quoi, sinon nous avons les moyens de vous remettre dans le droit chemin. De toute Donc, manière, quel que soit le parti politique au pouvoir, et tu as bien fait de citer la Grèce, le marché est plus fort que les politiques, parce que si le marché cesse de financer un pays, le pays s'arrête. Alors, on cesse de payer les retraites, enfin, il n'y a plus de protection sociale, enfin, en gros, il y a plus rien. il n'y a plus Ce qui s'est d'hôpital, plus passé de en Grèce, médicaments. Oui. c'est le gouvernement de Tsipras, qui est donc l'équivalent, on va dire, plus ou moins de LFI, qui a privatisé des plages, qui a fait des coupes dans les retraites, également dans le salaire des fonctionnaires. Mais en gros, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, sinon le pays s'arrêtait. Donc effectivement, on pourrait se retrouver dans un scénario où je ne sais pas, en 2027, au pouvoir, on a Rassemblement national ou une coalition de gauche, mais le marché sera toujours plus fort que les politiques et pourra imposer sa propre volonté parce qu'on est tributaire du marché pour faire fonctionner le pays. Oui, oui, je pense que l'Élysée et Matignon le savent très très bien, tout comme Bercy savait en 2023 et 2024 qu'il fallait mentir. Parce que si on disait la vérité, les créanciers pouvaient s'inquiéter. Il est possible que le gouvernement, enfin, il avait été élu en juin 2022, mais il était possible que si on avait connu la vérité fin 2023, Macron ait été acculé à faire une dissolution parce que justement, on aurait peut-être subi une attaque des marchés plus une grogne sociale qui aurait été colossale. Hein, les Français se découvrant trompés à ce point, et les créanciers pas contents non plus, on aurait pu avoir quelque chose de pas très sympathique. Et donc Macron s'était empressé de dissoudre au soir du 9 juin 2024 avant qu'on sache exactement la réalité des finances. Si on l'avait connu, enfin, c'était pas une majorité, mais la minorité qui soutient encore l'Élysée aurait été balayée, mais littéralement balayée. Ça a été un fait politique majeur que cet enfumage, cette tromperie. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on sait quelle est la situation, je crains malheureusement qu'on n'échappe pas
à des mesures douloureuses. Et évidemment, comme d'habitude, ce sont les riches qui sont visés. Et on découvre avec les déclarations des uns et des autres que l'on est riche en tant que retraité à partir de 2 000 € de pension par mois. C'est absolument hallucinant. Si vous avez fait un sondage du temps de Hollande, on vous aurait dit, oui, un riche, c'est entre 4 000 et 4 500. Mais en l'espace de 13 ans, le riche, un mandat Hollande, un mandat et demi de Macron, un riche, c'est passé de 4006 à 2003. Non, 2003, c'est encore trop. Enfin, donc ça veut Ouais, dire qu'en fait, il y a pas peut-être. grand monde qui va échapper à une hausse des prélèvements, puisque si on est riche au-delà de 2000 et qu'il faut payer, vous imaginez, ça concerne tout le monde. Oui, ça veut dire que peut-être que dans 2 ans, quelqu'un qui sera riche, c'est juste quelqu'un qui sera pas pauvre. Voilà. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui ne sera pas totalement dépendant des allocations, des APL, du RSA, voilà, enfin, c'est. Alors, avec tous les derniers chiffres qui viennent de tomber, c'est vrai que là, on se pose la question, est-ce qu'on a atteint un point de non-retour? Je sais que tu as échangé dernièrement avec Marc Toiti, qui a quand même voilà, une lueur d'espoir, et pas mal de politiques nous parlent d'économie, que l'État pourrait être plus performant. Mais moi, enfin, j'ai vraiment un doute sur la capacité de l'État à se réformer. Alors déjà lié au fait qu'on n'ait pas de majorité stable, on est enfin constamment, en tout cas peut-être les prochaines élections législatives ou présidentielles, on est sous la menace d'un vote de censure contre le Premier ministre et on constate vraiment un immobilisme permanent au niveau de la classe politique. Mais je voulais avoir ton avis en fait sur un autre pouvoir, c'est le pouvoir de l'administration. Donc l'administration, les hauts fonctionnaires, il y en a près de 12 000. Il y en a certains qui gagnent jusqu'à, j'ai regardé dans le détail, certains peuvent gagner jusqu'à 29 000 euros net par mois, primes comprises. Il y en a plus de 200 qui gagnent plus que le président de la République. Ils ont un salaire supérieur au président de la République. Et il y en a même plusieurs centaines qui se rendent dits disponibles et qui n'ont pas de poste. Donc, ils ont des postes à définir, mais qui sont quand même payés. Et je me posais cette question, je me disais, est-ce qu'on peut encore parler de démocratie quand ceux qui dirigent nos administrations ne sont ni élus, ni contrôlés et ni révocables? Parce que c'est eux qui sont censés mettre en application des réformes liées peut-être à des suppressions d'agences ou à rendre l'administration plus performante. La réponse est évidemment dans la question. À partir du moment où vous avez des gens qui ne sont pas comptables des décisions qu'ils prennent, surtout si elles sont mauvaises, qui ne sont pas révocables, la démocratie, c'est le gouvernement par le peuple, pour le peuple. Là, si c'est le gouvernement par la technocratie en totale roue libre, sans avoir aucun compte à rendre à la représentation publique, ou encore moins à l'électeur, il est évident qu'on n'est pas vraiment en démocratie. On n'est pas non plus en démocratie quand on peut faire fermer des médias. On n'est pas en démocratie quand on envoie le GIGN à arrêter un éditeur parce que peut-être que dans certaines publications, il y a des choses qui ne plaisent pas au président. Donc il y a tellement de preuves qu'on n'est plus en démocratie que je ne vais pas m'étendre là-dessus. La question c'est jusqu'où vont-ils aller dans le déni de démocratie, sachant que, je le disais en préambule, il faut rassurer les créanciers. On peut mécontenter les Français. Ils n'ont pas montré beaucoup de capacité de réaction jusqu'à présent. On n'a pas revu des gilets jaunes ni orange, ni vert à pois jaune. Donc là, le gouvernement est assez tranquille. Et s'il va taper demain sur les retraités, c'est pas des gens qui manifestent bruyamment, qui détruisent des vitrines. Donc, le pouvoir actuel, euh, on le sait parce on a quand même quelques études, il y a pratiquement 3 électeurs sur 4 de plus de 70 ans qui a voté pour l'actuel président, malgré tout ce qu'il a fait et qui leur a été quand même préjudiciable. Rétablissement de la CSG, etc. Les seniors qui sont morts dans une solitude épouvantable, enfermés pendant des mois sans possibilité d'être visités. C'est d'une inhumanité totale.
est-ce que les Français ont protesté contre ça? Donc, si les retraités ont déjà élu et réélu ce personnage, et que, enfin, lui, il en a compris, il a tiré la conclusion qu'il peut tout leur faire. Oui, Tout. Voilà. Et le connaissant, il leur fera tout. Bien sûr, il commencera par dire, nous ne toucherons pas aux retraités. Donc, le jour où il dira ça, vous êtes absolument certain que des tas de mesures de désindexation, d'augmentation de la CSG, de suppression des 10% d'abattement, de déremboursement des médicaments, de hausse des droits de mutation, parce que ça concerne aussi les retraités, hein, ils sont quand même plus proches de la transmission que d'autres générations. Bref, on est à peu près certain que c'est ceux-là et qui sont aujourd'hui de plus en plus désignés comme les riches. Riches au-delà de 2000, hein, attention, hein, pas les gens à 20 000. C'est pas les gens que tu cites, hein, conseillers référendaires à la Cour des comptes, membres de la Cour des comptes, des gens effectivement qui sont à 15, 20 000. Là, on parle bien de gens qui ont des revenus 10 fois inférieurs. Quant à ceux qui pourraient être visés effectivement en tant que riches, euh, leur retraite le plus souvent c'est pas l'essentiel de leurs revenus, parce qu'ils restent souvent administrateurs de tel comité d'experts, de telle agence, etc. Donc, eux, le jour où on va leur piquer peut-être 5 6 000 € de plus par an, ils s'augmenteront en tant que directeur de l'agence Trucmuche, ils s'augmenteront d'autant. Mais celui qui n'est pas comme ça dans les arcanes des agences d'État, bah lui, il va se faire tondre. Et puis, il n'y a pas énormément de moyens d'y échapper. Alors, heureusement, on en a identifié quelques-uns, mais ça va devenir très compliqué. ouais, c'est vrai qu'à ce stade, moi je pensais que les Français de manière générale étaient mal informés. Mais là, je me demande, enfin, moi, je me dis, c'est même plus de la passivité, c'est limite de la soumission. Quand on parlait du pouvoir d'achat, je te dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu un débat il y a quelques jours avec pas mal de personnes sur les réseaux. Je me suis amusé à comparer un coût employeur de 4 800 euros. Donc, un employeur sort en trésorerie 4 800 euros qui met dans la poche du salarié. Et j'ai voulu le comparer la France avec d'autres pays. Alors, sur le coût employeur, bien sûr, je retire tout ce qui est charges patronales, charges salariales. Je suis parti du principe que la personne était célibataire, donc j'ai également intégré l'impôt sur le revenu. Pour certains pays, j'ai intégré une protection de santé et j'ai également défalqué la TVA en partant du principe que cette personne allait tout dépenser. Alors, pour 4 800 euros versés par un employeur, en Suisse, assurance santé comprise, il reste 3 200 euros dans la poche du Suisse. Aux États-Unis, il reste 3 500 euros. À Dubaï, mais bon, c'est normal, c'est zéro protection, il y a juste une TVA à 7% sur 4 800 euros versés, il reste 4 570 euros. Et tiens-toi bien, en France, pour 4 800 euros versés, il reste 1 800 euros. Alors, face à ça, on m'a dit, oui, mais on a un super système de santé en France, il y a le système des retraites, etc. Alors, moi, ce que j'ai dit, c'est que d'une part, la mutuelle pour les salariés, elle est obligatoire. Donc, c'est en complément de ce qu'on cotise par ailleurs sur notre travail. En ce qui concerne les droits au chômage, on voit qu'ils sont réduits et de plus en plus conditionnés à travers les différentes réformes. Et concernant les retraites, l'État incite de plus en plus à investir en complément du système de répartition sur un système de retraite par capitalisation, tu sais, à travers les PER, PERCO, etc. Donc je leur ai dit, c'est de moins en moins vrai. Et on m'objectait exactement la même chose. Et même une personne, bon, après, voilà, cette personne a raison, m'a dit, oui, moi j'ai eu un cancer et moi j'ai eu la chance d'être soigné. Si j'étais à Dubaï ou si j'étais aux États-Unis, voilà, ça m'aurait coûté ma maison. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ça m'a pris un peu de temps. J'ai voulu comparer avec un pays en Europe qui génère un budget excédentaire, qui est peu endetté et qui propose une protection équivalente santé et retraite. Et j'ai trouvé donc la Suède. Et la Suède, par rapport à 4 800
euros versés, il reste dans la poche des Suédois 2400 euros. Donc 30% de plus qu'en France. Et derrière, c'est un pays qui a un excédent budgétaire, donc il n'y a pas de problème de déficit, et qui est peu endetté. Donc il y a un problème au niveau des dépenses. Et la question que je me pose, c'est en fait, c'est où part l'argent? Où part l'argent? Parce qu'on cotise énormément pour un système de moins en moins efficace, qui est de moins en moins protecteur. Donc oui, où va l'argent? Je ne sais pas si tu as une idée. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Donc, je vais d'abord répondre à la question où va l'argent. Alors, une bonne partie, je l'ai déjà dit, va à l'Ukraine. Voilà. C'est de l'ordre de 15-16 milliards. Euh, on a aussi mis 1,4 milliard, rappelle-toi, pour rendre la Seine baignable pendant les Jeux Olympiques. Je C'est vrai. rappelle ce milliard 4, c'est à peu près le budget qui a été estimé pour permettre aux habitants de la Guadeloupe et de la Martinique de retrouver de l'eau potable, de rénover le système. Et l'hydraulique, c'est absolument crucial là-bas, hein, d'avoir de l'eau toute la journée. Donc on a préféré investir 1,4 milliard pour une scène qui n'est toujours pas baignable. Donc on a un sens du gaspillage extraordinaire. Il y a bien sûr le millefeuille administratif. Donc ça, bon, c'est une thématique qui commence à monter un peu, hein. La région, le département, la communauté de communes, l'agglomération, tout ça, et à chaque fois, il y a une strate de fonctionnaires qui contrôle ce que fait la strate d'en dessous. Bon, là, on commence à comprendre qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'argent, hein, qui est englouti. Ça dit, bon, si ces gens, du jour au lendemain, parce qu'on juge que leur poste n'est pas utile, et il ne l'est pas, évidemment, on pourrait faire beaucoup mieux avec, enfin, on pourrait faire, comme disent les Américains, beaucoup plus avec beaucoup moins de moyens et plus efficacement. Bah, il faudrait finalement indemniser ces gens qui seraient au chômage. Donc on préfère qu'ils soient finalement dans des bureaux avec des horaires plutôt que, je ne sais pas, au RSA. C'est une option politique. Alors ensuite, il y a une autre chose, il y a une autre chose sur laquelle là, les Français seraient assez d'accord. C'est les fameuses agences, 1200, 1300, on ne sait plus très très bien. Le budget, alors moi j'ai vu tous les chiffres possibles et imaginables. Alors au minimum, ça coûte 80 milliards. 140 000 personnes, les salaires, le coût de fonctionnement de ces espèces d'administration parallèle, hein. Donc c'est 80 milliards, mais moi j'ai vu plutôt des chiffres qui vont jusqu'à 140. Pourquoi? Parce qu'il y a des agences qui font des préconisations et qui ensuite donnent lieu à une mise en œuvre qui coûte, bien sûr, de l'argent, beaucoup d'argent. Bref, 1300 agences, on va dire pour simplifier, 1300 agences, 130 milliards. Donc voilà, on est sur des coûts par agence qui sont absolument phénoménaux. Ça se Pour chiffre en l'anecdote, centaines de millions. pour l'anecdote, ma première expérience professionnelle après avoir obtenu mon diplôme de comptable, c'était dans une agence, l'agence de l'eau, mais qui était en partie mal gérée et donc ils avaient dépêché une cellule du Trésor public pour gérer la comptabilité. Et c'est vrai que parfois, enfin moi j'étais au service recette et je me demandais à quoi je servais. J'y suis resté 2 mois. Voilà, ensuite j'ai eu la chance de rejoindre Agora. C'est beaucoup plus stimulant intellectuellement parlant. Mais oui, ces agences, effectivement, certaines, on se demande à quoi elles servent. Il y a des doublons, des triplons, mais ça occupe les gens. Oui. J'aime bien les triplons. Franchement, les triplons, ça me va bien. Alors, ce qui paraît quelque part assez surréaliste, c'est que ces agences ne sont pas auditées, que pour certaines, on ne sait même pas si les gens se sont réunis, ne serait-ce que pour définir un ordre du jour et remplir le minimum d'informations, hein, sur le fonctionnement. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les gens ont été payés. Mais à quoi? On ne le sait pas. On arrive des fois, parce qu'il faut faire quand même la demande, à se faire communiquer
Alors les frais, alors combien de restaurants, combien de voyages d'études, voilà, payés par l'agence, parce que ça a été fait en collaboration avec une agence, on va dire jumelle, au Canada, en Australie, où vous voulez. Donc de l'argent dépensé, mais on ne pense pas toujours à demander. Voilà. Et après, quand on saurait combien il y a eu de frais, il faudrait qu'on arrive derrière à définir si ça a permis à la France de faciliter des affaires, des investissements à l'étranger ou des investissements de l'étranger vers la France, etc. Puis on découvre aussi qu'au travers de ces agences pour les plus grosses, ils ont aussi recours à des cabinets conseils Oui, anglo-saxons pour les très très grosses agences. Voilà, parce que finalement, ils n'ont pas de gens qui sont suffisamment spécialisés dans l'organisation. Et surtout quand derrière, il faut mettre en œuvre, hein, par exemple, on pourra prendre l'ADEME, qui est jamais avare de projets et de complications de notre quotidien, pour dire les choses. On a recours à des spécialistes de la complication du quotidien. oui, Voilà. Tout ça, évidemment, pour un coût très très cher. Voilà. Il y a beaucoup de ces agences, comités d'experts ou ONG qui servent à recaser des anciens obligés du système qui ont été battus aux élections, par exemple. Bah, oui, ça s'appelle des parachutes dorés ou des pantoufles dorées. Je préfère d'ailleurs la pantoufle dorée parce que au moins le parachute, il y a un peu d'adrénaline. La pantoufle, vous l'enfilez, vous laissez l'argent arriver tous les mois et vous êtes confortablement assis chez vous et vous n'êtes pas du tout attendu demain à 7 heures à votre agence pour prendre une décision importante, hein. oui, Bon, donc là, c'est énormément d'argent donné aux obligés du système. Peut-être qu'on peut faire le ménage. Je dirais qu'il y a peut-être quelques milliards à récupérer de ce côté-là. Ça s'appelle du favoritisme, des prébendes, de la concussion. Oui, il y a un grand vocabulaire pour oui, définir en fait le fait de donner de l'argent aux copains. Voilà, c'est la République des coquins et des copains. Et là-dedans, il faut tailler. Ben, vous pouvez être à peu près certain que c'est la seule chose que le gouvernement actuel ou Matignon ne vont jamais envisager, puisqu'ils ne vont pas priver leurs copains de leurs pantoufles dorées. ouais. Et ce qui rend aussi, enfin, toutes ces taxes, ça rend le pays de moins en moins attractif pour des jeunes qui ont terminé leurs études, hein. C'est vrai que souvent on nous dit oui, ce sont des personnes qui n'aiment pas la France, ils fuient la France. En fait, non. C'est juste qu'ils fuient un système qui prend de plus en plus et qui donne de moins en moins. Moi, regarde, personnellement, voilà, je suis responsable des investissements aux publications Agora. J'ai deux enfants, je suis incapable de me loger sur Paris. J'habite en banlieue parisienne et c'est impossible. Donc j'imagine un jeune qui rentre dans la vie active, même un cadre, même un jeune médecin qui débute, il est dans l'incapacité de pouvoir se loger sur Paris pour pouvoir fonder une famille. Et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Je ne sais pas si tu as vu, bah, c'est pareil, ça vient de tomber. C'est les chiffres de l'INSEE au niveau du taux de natalité qui est passé en dessous du taux de mortalité. C'est-à-dire qu'il y a 9,2 naissances pour 1000 en France et 9,4 décès pour 1000. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du jamais vu depuis 1945, puisque souvent, ce qu'on mettait en avant, c'était la démographie française qui était dynamique, etc. Bah là, la population a baissé pour la première fois depuis 1945. Pour toi, quels seront les impacts pour l'économie française et quelle en est la cause? Alors, c'est vrai que enfin, structurellement, c'est normal qu'il y ait plus de décès, c'est toute la génération des boomers qui arrivent à un âge avancé. Mais on constate que les Français font de moins en moins d'enfants. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est difficile de s'en sortir? Quel est ton avis à ce sujet? Je vais dire tout simplement, c'est le déclassement de la France et le fait que le travail ne paie pas. Si on discute avec des générations précédentes, la génération des boomers, ils vous raconteront tous que en étant simple ouvrier spécialisé dans une industrie ou travaillant à la SNCF, pas trop dur, hein, le salaire de monsieur suffisait, madame pouvait élever les enfants, euh, la petite maison en meulière en banlieue
Ça représentait 4 ou 50 salaires. Aujourd'hui, ça en représente 10 ou 12. Euh, et sur la fiche de salaire que tu as évoquée, quand on voyait 100 en haut de la fiche de salaire, on repartait quand même avec plus de 70. Ouais. Voilà. Et avec des TVA moins élevés, avec pas de CSG, et tout ça, ça a pris finalement très peu de temps, hein. En 40 ans, on est passé de on vit bien avec un salaire à on ne s'en sort même pas avec deux. Voilà. Et bien sûr, vous avez en face la grande falsification des chiffres de l'inflation. On vous explique, mais non, mais pas du tout. Mais les salaires ont progressé, et ils ont progressé plus vite que l'inflation. Évidemment, ils progressent plus vite qu'une inflation totalement fictive, qui aboutit à ce que, par exemple, un professeur, une assistante sociale, depuis 2000 et la mise en place de l'euro, a perdu la moitié de son pouvoir d'achat. Ouais. Bah, Euh, pareil pour l'inflation, il y a des Voilà, le logement, c'est vraiment le point noir aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, d'ailleurs, pour les personnes qui songent à acheter un logement ou qui souhaitent vendre pour peut-être acheter plus grand, ou si vos proches souhaitent acheter un logement, dans le rapport gratuit qu'il y a en description de la vidéo, on vous donne des conseils concrets pour enfin, envisager avant d'acheter un bien. Donc, on vous donne le timing et quelles sont les erreurs à éviter, surtout en ce moment en période de taux haut. Il y a de moins en moins de transactions. Il ne faut surtout pas acheter à n'importe quel prix. Il y a vraiment certaines villes où le marché est surévalué. Et on ne veut pas que vous vous retrouviez dans un cas de figure où vous achetez un appartement à 100 et qui vaudrait 85 dans 3 ans, parce que là, vous ne seriez plus du tout mobile. Donc pareil, c'est dans le rapport que vous pouvez télécharger gratuitement en description. Philippe, tu parlais de l'inflation. Alors l'inflation, là, c'est pareil. Malheureusement, il y a un retour de l'inflation, plus 0,8% de hausse de prix en France sur 2 mois, sachant qu'on s'était déjà pris en cumulé depuis 2021 17,3% d'inflation officielle et 23,7% de hausse sur les produits alimentaires. Alimentaire. Depuis 2021. Là, donc 0,8 sur 2 mois. Et tout ça dans un contexte où la fiscalité tend à augmenter. Donc, je sais pas, tu parlais tout à l'heure de la taxe foncière, puisque c'est un levier, on va dire, intéressant pour l'État afin de lever plus d'impôts. Et puis divers impôts d'exception, voilà, sur les méchants riches, et d'autres pourront être ajoutés, et pourquoi pas même dans le futur des impôts dits écologiques. Alors pour toi, enfin, tenant compte de ce contexte, est-ce qu'il existe encore des moyens légaux pour protéger son patrimoine de ce pillage fiscal sans quitter la France? Qu'est-ce que tu ferais effectivement si tu étais à la place d'une personne qui nous regarde, qui a travaillé toute sa vie, qui est propriétaire de sa résidence principale, qui a une résidence secondaire, qui aimerait pouvoir aider ses enfants, qui a peut-être, je ne sais pas, quelques dizaines de milliers d'euros de côté, voire 100 ou 200 000 euros, qu'est-ce que tu ferais à sa place? Sachant que cette personne ne veut pas quitter la France. alors, si la personne a du patrimoine immobilier, que ce patrimoine est payé, entre guillemets, hein, on parlait, hein, de mettre un autre pilier, hein, je reprends une expression helvétique, hein, à la retraite. C'est ce que font énormément de Français en achetant un bien qui, arrivé à la retraite, produira des loyers. Et les Français ont plus confiance dans la solidité du placement immobilier que de mettre de l'argent en bourse. En réalité, quand on dit les Français, ils veulent pas épargner, mettre d'argent dans les actions, etc. Il faut capitaliser. Mais les Français, ça fait déjà très très longtemps qu'ils capitalisent. C'est juste qu'ils ne veulent pas capitaliser dans les actions. Et là, on peut même commencer à se poser la question de savoir s'il faut capitaliser dans l'obligataire. N'oublions pas qu'on en est à la troisième année de baisse de la valeur des obligations. C'est quand même un phénomène qu'on n'a pas connu depuis presque 50 ans. Donc, les Français capitalisés, ils le font via l'immobilier. Bon, mais aujourd'hui, les droits de mutation, une loi toute récente, permet aux régions de fixer, aux départements de fixer de nouveaux taux. Donc, si le taux augmente, en fait, c'est
les départements qui vont garder les recettes, hein, l'État va rester aux 5%, grosso modo, qu'il prélève hein, sur les droits de mutation. Et donc, les recettes supplémentaires vont aux départements. Donc, il y a 90% des départements qui ont déjà augmenté les droits de mutation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immobilier coûte cher et très cher par rapport à la moyenne des revenus. Et en plus de ça, il va falloir payer plus cher pour devenir acquéreur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de transmettre le patrimoine avec le moins de dégâts fiscaux possible à ses héritiers. Parce que si demain si demain on rehausse la taxe foncière, et je pense que ça, on va pas y échapper, l'idée, ça serait en fait de garder le revenu locatif sans se prendre le coup de matraque fiscale. Donc, je ne sais pas si tu me vois venir, Ouais, ouais. mais je revendrai, moi, les biens les moins rentables, les plus compliqués, dans les zones les plus sujettes à risque de non-paiement, etc. Et d'acquérir des parts de SCPI, hein. La D'accord. pierre, j'en ai peur, ça va être de plus en plus de soucis et de frais. D'accord. Donc, alors, la fiscalité, c'est aussi une thématique qu'on aborde dans le rapport gratuit, puisqu'on vous détaille deux montages simples. Le premier pour réduire de l'ordre de 40% la fiscalité sur vos plus-values boursières. Et dans un autre cas de figure, on vous indique comment l'annuler. En ce qui concerne la taxe foncière pour les propriétaires, on vous propose également une solution pour réduire le montant de manière significative de votre taxe foncière. En fait, on a regroupé toutes vos questions que vous nous posez depuis plusieurs mois, puisqu'on aborde tout un tas de problématiques, mais malheureusement, on ne peut pas faire de conseils personnalisés. Donc, on a essayé de trouver un espèce de consensus et vous faire un best-of de toutes les solutions qu'on peut vous proposer dans ce rapport gratuit. Donc, voilà, vous avez tout intérêt à le télécharger. C'est pour ça que, en fonction des sujets qu'on aborde avec Philippe, j'y reviens, et on n'aura plus effectivement à répondre à vos questions en commentaire ou faire une émission spécifique pour le faire. Philippe, donc, l'État, situation budgétaire très compliquée. Derrière, on peut imaginer, mais ça, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, qu'il peut y avoir derrière un stress au niveau de la zone euro et donc sur la valeur de l'euro en lui-même. Comment on se protège à titre personnel d'une faillite d'un État, historiquement? Comment on fait quand on est épargnant? Si le souci, c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie, depuis 2000, on a la double peine en fait. On a une perte de pouvoir d'achat de la monnaie, c'est-à-dire qu'à salaire égal, et le salaire, nous dit-on, progresse plus que l'inflation. Bon, on voit qu'on a une vraie perte de pouvoir d'achat par rapport au salaire. Et on voit également que si on quitte l'Europe pour se rendre dans d'autres pays bien gérés, qui n'ont pas l'euro, on voit qu'on a aussi perdu beaucoup de pouvoir d'achat par rapport au Canada, par rapport à la Suède que tu citais. Je peux citer d'autres pays, Dubaï. Voilà. Donc, euh, le problème, c'est bien l'euro, hein. On va dire les choses. Ouais. Le problème, c'est l'euro. L'euro a amputé de moitié notre euh, potentiel de croissance sur une trentaine d'années. On va pas prendre les meilleurs, hein. On va prendre la période un peu compliquée, irrégulière, 70-2000. Ces 30 années-là, qui ne sont pas les 30 glorieuses, on a appelé les 30 piteuses. Sauf que avec ces 30 piteuses, on avait quand même plus de potentiel de croissance qu'aujourd'hui. Et puis, il y avait aussi des médicaments dans les pharmacies, Ouais. hein, et pas de pénurie. Bon, je referme cette triste parenthèse. Donc, même en prenant les 30 piteuses, depuis 2000, c'est encore plus piteux que les piteuses. Voilà. Donc, on n'a plus de croissance et on n'a plus de pouvoir d'achat. Donc, l'idée, c'est effectivement d'aller placer une partie de ces économies dans des pays où la monnaie reste costaud. Voilà. Donc, ceux qui aiment Métaux précieux l'immobilier, aussi? puisqu'on parlait, alors j'ai dit, bon, pour les gens qui ont plusieurs biens, liquider les plus problématiques, vous pouvez aller dans des pays où la propriété privée est mieux protégée qu'en France.
Elle l'est de moins en moins, hein. On voit bien les squatteurs en France, ils ont tous les droits, hein, ou quasiment. Donc, investir dans des pays où la propriété privée est bien défendue et des pays où la devise locale, si vous achetez par exemple quelque chose, on va dire à 200 000, je ne donne pas la monnaie, mais je vous dis c'est 200 000, l'équivalent de 200 000 euros, quand vous allez revendre, vous allez peut-être revendre et plus cher, et les 200 000 de la monnaie dans laquelle vous allez récupérer le produit de la vente, ça vaudra peut-être 300 000 euros. Voilà. Donc, Donc, diversifier au niveau des... acheter dans des pays avec une monnaie solide. D'accord. Et toujours l'or et l'argent? Alors, l'or, évidemment, là, si on se focalise uniquement sur le problème de la monnaie qui perd 99% de sa valeur, comme le dollar depuis le 23 décembre 1913, 99% de la valeur perdue, et on en perdra encore, oui, évidemment qu'il valait mieux détenir de l'or, sachant que l'or est quand même très cyclique. Il lui arrive de voir son cours multiplié par 10, et puis redivisé par 7 ou 8, et puis on attend 10 ans, on se morfond, et puis ça repart. Donc l'or, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Il a un cycle, il faut investir au bon moment. Donc là, on va dire qu'en l'espace de 3 ans, il a doublé. Bon, par rapport à de précédents mouvements où il avait décuplé, je dirais qu'il reste peut-être encore du potentiel. Et puis il y a le Ouais. petit cousin de l'or qui s'appelle l'argent et qui, pour l'instant, bah, traîne un peu des pieds. Il n'a pas accompagné l'or, hein, à due proportion. Et à tel point d'ailleurs que le ratio or-argent, il est aujourd'hui à plus de 100. Il faut plus de 100 onces d'argent pour faire une once d'or, contre une moyenne historique qui serait autour de 65-66. Alors moi, je suis réaliste, donc je vais prendre les 20 dernières années, les années euro, et on va arriver sur un ratio de 75, etc. Si jamais on Ce revenait à ratio ce de ratio de 75 par rapport à un ratio de 100, ça veut dire que l'argent peut valoir facilement pas loin de 100% de plus que ce qu'il vaut aujourd'hui. Ouais, sachant que le ratio de 1% entre une once d'or et une once d'argent, ce ratio a été dépassé, je crois, que deux ou trois fois au cours d'un siècle. Trois fois peut-être? Oui, oui, là, ça fait quoi? Même pas un mois. On a repassé la barre des 100. Voilà, Alors, on est dans une exception historique absolue, hein. Alors, comme on parlait de métaux précieux, je vais en profiter. Et là, je suis à mon bureau. Donc, pour l'or et pour l'argent, on a beaucoup de personnes, parce que nous, on recommande de l'or et de l'argent depuis le début des années 2000, hein. Historiquement, c'est vrai qu'on était raillé quand on recommandait l'or, la relique barbare. Maintenant, force est de constater que ça fait partie de pas mal d'allocations d'actifs d'ordre patrimonial qui peuvent même être recommandés par des family office, alors que ce n'était pas du tout le cas au début des années 2000 quand nous, on le recommandait. Mais à chaque fois, on a les mêmes questions. C'est acheter l'or, sous quelle forme, quoi acheter, où l'acheter, comment le conserver, quand est-ce qu'il faut le vendre, quelle taxe je vais payer sur mon or. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un partage d'expérience. Moi, la première fois que j'ai acheté de l'or, c'était à l'été 2011, lors du dernier pic. Et mon premier achat, c'était ça, c'était un lingotin de 50 grammes. L'erreur que j'ai faite à l'époque, donc 2011, c'était il y a 14 ans, j'avais 24 ans. L'erreur que j'ai faite à l'époque, c'est que je suis allé l'acheter spontanément chez un vendeur de métaux précieux. Donc je l'ai payé avec une forte prime. Et ce que je ne savais pas, c'est que si j'étais amené à revendre ce lingotin le lendemain, il allait me prendre des commissions non négligeables au rachat. Pareil, quelques années plus tard, alors là c'était en 2015. Je voulais acheter de l'argent et j'avais acheté des pièces Maple Leaf Maple une Leaf. once, donc sous forme de tube de 25 pièces. Alors là, c'est encore plus dramatique parce que si vous achetez demain une Maple Leaf chez un vendeur classique de métaux précieux, vous allez l'acheter aux alentours des 38 euros. Si le surlendemain, vous lui demandez de vous racheter votre pièce, il va vous la racheter 27 euros. Donc l'écart, c'est 30% de commission que va se prendre en moyenne le vendeur de métaux précieux. Alors après, vous avez la possibilité de les vendre ailleurs, en Belgique ou autre, où on vous les récupère à un prix plus correct. Alors, aussi, j'ai fait une autre erreur, mais finalement, avec du recul, c'est pas une erreur, hein, c'est un retour d'expérience. J'ai acheté un lingot d'1 kilo. Alors là, j'ai fait une semi-erreur.
Pourquoi? Parce que déjà, j'ai acheté un lingot d'1 kilo qui a cours légal, donc c'est-à-dire qu'on ne paye pas de TVA dessus, contrairement à un lingot classique où vous payez la TVA à hauteur de 20%. Donc là, il n'y avait pas de TVA. Mais c'est la même chose si demain vous achetez ce lingot qui est un lingot Fidji 10 dollars, si vous l'achetez, vous allez l'acheter aux alentours des 1100 euros. Si vous le revendez enfin, si vous le vendez le surlendemain auprès du même vendeur, il vous le rachètera aux alentours des 900 euros. Donc il va prendre 20% de commission. Pour le lingotin, j'ai vérifié dernièrement, c'est 6% de commission en moyenne. Mhm. Donc, tout ça pour dire quoi? Moi, à l'heure actuelle, puisque j'investis sur les métaux précieux depuis plusieurs années, enfin depuis 2011, j'ai 40% de mes métaux précieux, de mes investissements dans les métaux précieux qui sont physiques, donc sous cette forme, gardés en coffre dans une banque. Et par ailleurs, pour les 60% restants, j'ai opté pour une solution qu'on propose, Philippe, aux publications Agora depuis plusieurs années, qui est une solution qui nous permet d'avoir de l'or physique gardé en dehors du système bancaire et surtout avec la possibilité de payer 0 € d'impôt en cas de plus-value sur cet or ou sur cet argent avec des frais très réduits. Donc vous pouvez vendre en un clic et vous n'avez pas de plus-value à payer, enfin d'impôt sur les plus-values à payer sur ce type d'investissement. Donc, dans le rapport qu'on a en description de la vidéo et qui est gratuit, on vous indique comment vous pouvez acheter de l'or, sous quelle forme, et vous avez toutes nos recommandations d'usage et également la solution pour pouvoir acheter de l'or et de l'argent en payant 0 € d'impôt en cas de plus-value. Voilà, sachant que c'est des solutions qui sont totalement légales. Il faut qu'on vous en parle, hein, parce que spontanément, je pense que les personnes qui veulent acheter des métaux précieux vont aller rue de Vivienne et vont acheter quelques Napoléons. Mais si demain, ils ont besoin de leur liquidité ou si l'or commence à s'apprécier de manière exponentielle, il faut qu'elles puissent opérer des prises de bénéfices sans passer par leur papier, hein, qui est plus risqué. On ne recommande pas d'or papier. Mais il faut qu'elles puissent récupérer une partie de leurs bénéfices avec le moindre frais possible. J'imagine que toi, Philippe, qui dois avoir un peu d'or et d'argent, tu dois aussi investir sous différentes formes et pas qu'une forme. Ouais, bah écoute, je suis comme toi, j'ai acheté des Maple Leaf parce que bon, c'était une pièce qui avait cours légal. Ouais, j'ai fait un achat quand même vraiment pour le long terme, peut-être même pour transmettre à mes petits-enfants. Euh, je pense que ça ne perdra pas de valeur. Voilà, c'est quelque chose dans lequel j'ai relativement confiance. J'ai aussi acheté pas mal de pièces d'or, type 50 pesos mexicains, pièces qui pèsent un peu plus de 40 grammes, la 20 dollars. Et puis j'avais des Napoléons, puis j'en ai revendu un petit peu. Ça coûte un billet de train, hein, pour les vendre correctement, hein. Vous voulez la revendre à Oui, Bruxelles, vous voulez la revendre à, à Zurich, voilà. Il y a pas de problème, hein, si vous mettez une quinzaine de Napoléons dans votre porte-monnaie, ça passe comme des pièces jaunes, hein, donc il n'y a aucun problème. Et puis vous payez un petit week-end sympathique, voilà. C'est pas très cher et ça vaut vraiment le coup parce que si vous vendez au-delà de 15-20 000, 15 ou 20 000, c'est pas grand-chose, hein, c'est 4 pièces de 50 pesos, hein, ça va vite. Bah le petit billet de train, vous l'avez largement amorti par rapport à une revente avec les taxes rue Vivienne. Voilà. ouais. Donc il y a toutes les réponses à Mais ces questions. vous pouvez aussi partir avec à Dubaï, hein. Alors, Oui. vous n'avez pas le droit d'emmener 50 pièces, mais Ah vous non, pas de pouvez quand même Dubaï. en prendre un petit peu avec vous, partager ça si vous êtes avec votre épouse ou avec des amis. Vous vous répartissez un petit peu, c'est parfaitement légal, hein. Donc voilà. Et là encore, ça paye le billet d'avion, hein, je vous le dis, hein, par rapport à les revendre rue Vivienne, vous gagnez votre billet d'avion, hein. Donc on vous donne toutes nos recommandations dans le rapport qui est gratuit en description de la vidéo. Alors Philippe, pour résumer ce long échange, euh, pour conclure, selon toi, la France est-elle en faillite ou simplement en état de coma? Voilà, tu peux conclure là-dessus, sur ton avis, la synthèse de tout ce qu'on a dit. Je dirais que pour ceux qui nous écoutent, la France en faillite. On se découvrira peut-être, en tout cas en grande difficulté, si les agences de notation nous font des misères. Si elles décident de nous faire des misères,
c'est que on a un futur gouvernement qui ne fait pas ce qu'on lui recommande. Voilà, donc on est dans la main des marchés, ils peuvent la refermer, ils peuvent nous écraser. On ne peut, on ne pourra pas y faire grand-chose. Je pense qu'il est important de détenir des actifs euh, hors zone euro, qui soit immobilier, immobilier pierre, même immobilier papier, pourquoi pas. Il y a des équivalents de SCI ou SCPI au Danemark. Alors bon, je ne conseille pas les États-Unis et le Canada parce qu'on est au sommet de la bulle. Et pour moi, il y a des vrais grands risques de perte de valeur sur des investissements immobiliers pierre ou papier. Mais il y a des pays dans lesquels je pense que c'est encore possible. Les Émirats, pourquoi pas? Voilà, je le dis, hein. Il y a d'autres pays qu'on peut préférer, plus proches de nous. Même le Maroc, pourquoi pas? La propriété privée y est bien protégée, vous voyez? Donc Ouais, mais là, je vous parle finalement d'agir. C'est vrai comme si la France était en faillite. Parce que ce qu'on est en train de se dire, et qu'on se serait probablement pas dit il y a des années. Je m'entends pas tenir ce discours, même dans les années 2015, c'est de dire, ouais, il faut vraiment avoir des actifs hors de France, hors de la zone euro. Il faut penser maintenant à transmettre ses biens, son patrimoine immobilier hors impôt, envisager les démembrements de son patrimoine immobilier, peut-être même de son patrimoine boursier, enfin, des tas de choses qui était quand même réservé à des gens dits riches. Alors quand je dis riche, c'est-à-dire que c'était largement au-delà du million. Mais là, aujourd'hui, même si vous n'êtes pas millionnaire, dès que vous avez un patrimoine qui approche bah, justement la fameuse limite du seuil de l'ultra-richesse, c'est quoi? C'est un million trois. Enfin, c'est rien. Ça nous aurait fait rire il y a 20 ans. De vous dire avec un million trois, vous êtes riche. Mais non, vous avez un trois pièces dans Paris, quoi. Vous avez une baraque avec deux chambres dans l'île de Ré. Enfin, c'est fou. C'est fou de se dire ça. Mais c'est vrai qu'on ce qu'on est en train de se dire, on ne se le serait pas dit il y a 15 ans. Et effectivement, on est en train de parler de solutions qui sont les solutions qu'adoptent des citoyens d'un pays en faillite. ouais. Enfin, il y a tellement d'aspects qui devraient nous alerter. Il y a des pénuries de médicaments partout. C'est Ouais. incroyable, des médicaments, les trucs les plus classiques. Il y a que la France qui est en manque. Même Et, l'Albanie, il y a pas des pénuries comme ça. et C'est pas- hallucinant. Et Euh, paradoxalement, on a l'un des plus beaux pays au monde. Pour moi, c'est inimaginable de quitter ce pays. C'est pour ça qu'en fait, moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est protéger mes actifs. Parce que bon, l'État, effectivement, à un moment donné, bon, il ne pourra plus augmenter les impôts. Il y a une limite. Donc, il va peut-être s'intéresser un peu plus à la propriété privée. Donc, j'essaie plutôt de protéger mes actifs en dehors de l'Europe, de la France, faire en sorte qu'ils ne soient pas confiscables. Mais c'est vrai que Philippe, quand on échange aussi avec nos lecteurs, quand on les rencontre, pour eux, c'est inimaginable de quitter la France. Voilà, enfin, donc quand on reste en France, il faut qu'on propose des solutions. Bah, d'ailleurs, les solutions qu'on propose dans le rapport, moi, c'est des solutions que j'applique à titre personnel. Mais il faut penser à ceux qui veulent rester coûte que coûte. Et je pense qu'il y a des solutions quand même et qu'on peut rester dans ce pays. Alors, il y aura certainement une période de transition qui sera relativement dur, mais tant qu'on ne rentre pas dans un scénario voilà, de guerre civile ou autre, euh, il faut qu'on soit malin, qu'on soit mouvant, qu'on anticipe les décisions de l'État voilà, pour se faire taxer le moins possible, hein, puisque quoi qu'il arrive, on paye énormément d'impôts, hein. Le but, c'est pas échapper totalement à l'impôt. non mais on reste physiquement en France. Pourquoi pas? Mm. Mais notre patrimoine, il faut pas rester. Enfin, déjà, lorsqu'on a compris au bout de 4 ou 5 ans que l'euro amputait notre potentiel de croissance, qu'on commençait à perdre du pouvoir d'achat,
il fallait réagir dès ces années-là. Moi, j'ai réagi comme, un petit peu comme toi, autour de 2011-2012, avec une once d'or qui, à l'époque, était entre 1100, 1300, etc. C'est vrai que ça a commencé à m'alerter. Bon, Ouais. là, aujourd'hui, je le disais en préambule, les députés ont déjà envisagé 1000 façons de nous piquer du pognon. Donc, c'est sûr que là, on, on va y avoir droit. Donc, il faut essayer d'avoir le minimum de liquidité ponctionnable. Et il faut, je dirais, alors là, c'est très, très complotiste, hein, mais avoir le moins d'épargne transformable en monnaie numérique. Même si on nous explique que finalement, la Banque de France va avoir du mal à convaincre les banques commerciales de renoncer à leur manne financière sur les transactions carte bleue, etc. Parce qu'avec la monnaie numérique, il n'y a évidemment plus de transactions, plus de commissions. Mais en cas de crise, vous pouvez être certain que la solution monnaie numérique, elle a déjà été évaluée. Elle Ouais. est évaluée et elle est opérationnelle, quasiment opérationnelle. Donc, vous le savez, c'est dans les moments de crise que l'on met en place des solutions que personne n'aurait acceptées en temps normal. Et c'est à se demander par moments s'il ne crée pas les crises justement pour mettre en place des solutions inacceptables, mais qui renforcent le contrôle de l'État ou des institutions dont nous savons que nous n'avons aucune prise sur elles et elles ont 100% de prise sur nous. Donc là, je dirais que c'est peut-être le discours complotiste ultime, mais sachez que l'outil monnaie numérique est quelque chose qui est quasiment opérationnel. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Enfin, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et c'est vrai que c'est toi qui le. Enfin, je me souviens plus. Tu as sorti cette formule il y a quelques années où tu as dit, durant la crise Covid, depuis qu'ils ont fait le assis, couché, debout, tu sais, le fameux buvez un café assis, etc. Tout est possible maintenant. Et c'est vrai que tout est possible. C'était une situation assez lunaire. Alors après, pour des conditions sanitaires, etc. Mais c'était lunaire. Donc oui, effectivement, tout est possible. Également l'atteinte aux droits de propriété, la réquisition des actifs en cas d'éventuelle Ah, guerre avec les méchants, enfin on y est plusieurs quand même pays un dans peu plus à l'atteinte. l'est. Donc non, je suis d'accord avec toi, tout est possible. Tout est L'atteinte au droit de propriété, hein, l'interdiction de louer en G, bientôt en F, l'obligation de faire des travaux, hein, de mise à niveau. On va même vous prendre votre bien quelque part en portage pour faire les travaux à votre place. Et puis, si vous n'avez pas les moyens de payer ce que l'État vous a avancé, vous perdrez le droit et l'usage sur votre bien. Enfin, c'est incroyable. Les squatteurs, c'est impossible de les dégager. Les mauvais payeurs, il faut attendre le mois de mars. Et si vous êtes dans une commune qui est très, très, on va dire, très, très chatouilleuse, sur s'en prendre à des gens vulnérables, on peut vous imposer de les maintenir dans les murs pendant encore des mois contre une micro-indemnité, etc. Enfin, on ouais. connaît tous ça. Donc, j'ai peut-être une solution là aussi. Tout à l'heure, on se disait pourquoi est-ce que les gens ne font pas d'enfants? Bah, parce qu'aujourd'hui, avec votre salaire qui perd son pouvoir d'achat, les taux qui ont augmenté, vous ne pouvez pas avoir une pièce supplémentaire. Non. À la limite, vous vendez votre bien et vous voulez en acheter un autre, vous allez vous retrouver des taux plus élevés que pour un achat que vous auriez fait en 2015 ou alors même pas 2020 parce que là, c'était exceptionnel. Donc à la limite, il faut peut-être acheter un bien à l'étranger qui vous rapporte du loyer et en France, avec cet apport, aller louer quelque chose de plus grand. Parce que vous n'aurez pas les moyens, évidemment, d'acheter une pièce de plus en région parisienne ou dans des endroits très recherchés, type La Rochelle, la frontière suisse côté Annecy, etc. C'est impossible, mais vraiment impossible. Donc il faut trouver effectivement des solutions détournées pour pouvoir vivre confortablement. Enfin, moi, je pense aux couples qui veulent avoir un enfant de plus. Il faut être capable de leur offrir des conditions optimales. Mais on n'envisageait même pas il y a 20 ans que les conditions de 2020 ou 2025 ou 2030 seraient beaucoup moins bonnes que celles de 2010 ou 2015. Là encore, on est en train de tenir tous les deux un discours de crise. Voilà, on n'est pas en faillite,
mais on raisonne déjà comme si on était dans un pays un petit peu en perdition. Oui, comme c'est une lente agonie, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, quoi. C'est l'effet grenouille, voilà. C'est bon, ça se fait progressivement et c'est quand on part à l'étranger, effectivement, quand on compare avec d'autres systèmes, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais donc bon, Philippe, l'échange était long et très riche. Je te remercie infiniment. Je pense. Alors, si il propose réellement ce référendum, je pense, enfin, si tu veux bien, je pense qu'on va échanger à ce sujet. Il y aura matière à sourire des questions qui vont être posées aux Français, essayer de les décrypter et d'anticiper quelles pourraient être les décisions de l'État qui s'en suivront. Et puis encore merci pour ton analyse, comme toujours, percutante. Merci Philippe, à bientôt. Et merci aussi pour tout le côté concret que tu as apporté dans cet échange. Merci. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.